Jamais moi un jour j'aurais cru un jour dire que Lewin Kurzawa et moi on est potes. Bien sûr. How? Je suis un petit gars de BX. Et dans le basket, tu as été jusqu'à quel niveau? J'étais jusqu'en NCAA Division 2 aux États-Unis. Donc on parle de centaines de millions de dollars. Bienvenue sur Totalement Dedans. Une fois de plus, un invité spécial qui va nous parler de sa passion et surtout par quoi il est passé pour atteindre le niveau supérieur. Sans plus attendre, let's go. J'ai un cœur en forme d'iceberg pour le business, nique les faux frères. Et la bassesse, je m'en fous de déplacer des montagnes, je veux déplacer des planètes originales. Nique les imposteurs, les fausses vedettes. Né dans les problèmes en plein de jungle urbaine, les deux pieds dans le gouffre, la vie malsaine. Zamora. Oh, what up Chris? Ça va et toi? Ça va, super, super. Toujours occupé, toujours, hein? Toujours c'est impératif, hein? Comment tu Totalement dans vas? le truc. Ça va et toi, mon frérot? Ça va? Tranquille? Bienvenue, bienvenue. C'est un Merci à plaisir de toi. te voir. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir de te voir. Bienvenue à toi aussi dans Totalement Dedans. Totalement dedans, gaz. Y'a rien. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore qui tu es, ce que tu fais, pourrais-tu nous dire un peu qui tu es et ce que tu nous fais aujourd'hui? Avec grand, grand plaisir. Je m'appelle Zamora Mbomo Pafiba. Je suis consultant athlète, préparateur physique, physiothérapeute kiné, coach fitness. Je suis un grand frère, un papa, fier de l'être. Et bienvenue dans la salle du temps Athletics. Aujourd'hui, un invité spécial qui vous a expliqué un peu ce qu'il faisait. Maintenant, on va essayer d'en savoir un peu plus. Pourrais-tu nous faire une petite visite, histoire qu'on voit un peu, qu'on sache un peu ce que tu fais? Bien sûr. Ouais, venez. Comment? Ici, comme vous pouvez voir, c'est un espace assez différent de ce que vous voyez en général en dehors, sans citer les noms de l'espace orange. Ici, on bosse principalement avec monsieur, madame, tout le monde. Pour tout ce qui est fitness, donc que ce soit perte de poids, prise de masse musculaire, restructuration posturale, et tout simplement apprendre à bien faire du sport correctement, que ce soit avec des barres olympiques, des X-bars, certaines machines comme vous pouvez voir les squat machines, les machines à poulies, comment faire des tractions correctement, utiliser les haltères correctement et tout ça selon le besoin de tout un chacun et chacune, hein, tout simplement. Donc ça c'est l'espace fitness principal, quoi. Ok, donc ici aussi, ça aussi c'est ton domaine. Exactement, absolument. En tant que coach fitness. De l'autre côté que je vais vous faire visiter, on a l'espace qui est un peu beaucoup plus même performance, mais vous allez le voir directement, vous allez le sentir. Que ce soit par les outils qu'on utilise, la manière dont c'est aménagé aussi, c'est beaucoup plus performant. Et là, on travaille beaucoup plus avec les athlètes, tout simplement. Ok. Vous allez voir dans quelques instants. C'est d'office athlète au haut niveau ou Ça peut être athlète amateur, athlète de haut niveau. Ici, on en a pas mal déjà, beaucoup de footballeurs, énormément de footballeurs. encore en action actuellement? Encore en action, effectivement, actuellement. En activité, je veux dire. Exactement, non, on se comprend. On se comprend bien. Donc voilà, voici l'espace performance et c'est ici qu'on bosse avec les petits, les grands footballeurs qui sont en élite, qui sont en amateur, qui ont juste un besoin de pouvoir s'améliorer, de pouvoir performer un peu plus correctement sur le terrain, etc. Vous avez un espace kiné ici, juste là où Angelo travaille. Et vous avez un autre espace physio-kiné où je travaille principalement. Donc tous les relâchements myofasciales, donc c'est-à-dire musculaires et au niveau des fascias, se passent principalement ici, en compression, décompression. J'utilise des bulles de verre, bulles de plastique, des guns, des outils Graston pour bien drainer tout ce qui est acide lactique et entrer en profondeur dans les muscles. Tout ça se passe principalement ici, avec moi. Ok. Donc ça c'est la partie physiothérapie kiné. La partie performance ici en tant que préparateur physique et l'autre partie qui se trouve là où vous venez de venir, c'était la partie fitness coaching, tout simplement. Nickel. Voilà, bienvenue dans mon monde. Ben, merci déjà de nous accueillir. Un grand plaisir. Donc maintenant, on va se plonger dans le mien All right. et on va en savoir un peu plus sur toi. All right, got it. Let's get it. Zamora, Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. c'est encore un plaisir, une fois de plus, C'est un de honneur. t'accueillir ici. Déjà, la première question que j'ai, c'est tout ça, là, tout ce que tu m'as montré, Ouais. c'est bien. Mais d'où t'es venue en fait cette passion? Comment est-ce qu'un jour tu t'es dit, je dois le faire? Je dirais que le premier step, c'était lorsque j'ai décidé de me bâtir un corps. Ok. Parce que j'ai toujours été grand depuis tout petit. Et arrivé à mes 16-17 ans, je ne me supportais plus de me regarder dans le miroir.
parce que j'étais grand. Grand et mince. Extrêmement maigre. C'est pareil. Maigre. Je faisais allez, à l'époque 1m96 pour 77 kg, 77 kg, ouais. Hardcore. Tu flottes dans tes vêtements. Mais je me rappelle que, justement, Ouais. c'est... Parce que, bon, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je l'ai connu à cette époque-là. Effectivement. Je sais que moi, j'ai les dernières nouvelles que j'ai de toi, Ouais. enfin, la dernière image que j'avais de toi, c'est toi mince. Ouais. Et d'un coup, quand je t'ai revu, c'était quadruplé de volume. Ouais, effectivement. Ouais. C'était pire que là, maintenant, j'ai même perdu. C'était incroyable. J'avais décuplé, c'est pas triplé de volume. Et ça, tu penses que c'était dû aussi au fait que tu avais ce complexe ou pas du tout? Si, il y avait de ça. Hein. C'était un complexe physique, un complexe... est-ce que je pourrais dire émotionnel, en quelque sorte aussi? Ouais, bon, toi-même, tu sais, on est adolescent, les filles, voilà, t'as envie de ressembler à un certain type de gars, t'as envie de sortir une certaine masculinité aussi, tu vois, sûr. Physique en apparence. Papa m'a beaucoup aidé, parce que j'étais quelqu'un qui était assez complexé dans le sens où, ben, dans ma démarche, dans ma posture, on le voyait, j'étais tout le temps comme ça. J'avais mes potes qui étaient beaucoup plus petits que moi, et voilà, dès qu'on sort tous ensemble, ben, qu'est-ce qu'on voit d'abord? La Tour Eiffel. Voilà. Flemme totale. Donc à partir de ce moment-là, ok, ben, arrivé à mes 17 ans, pour mon anniversaire, j'ai demandé à mon papa. Je lui ai dit, écoute papa, j'ai besoin de rien, vraiment, de rien. Par contre, est-ce que tu pourrais me payer un abonnement à l'époque au Passage Fitness? Passage Fitness. Au Passage Fitness, et c'était cher. Bien sûr. Donc je suis parti avec le vieux. Je suis parti avec le vieux au Passage Fitness qui se trouvait au niveau du Maxi Toys à l'époque à Evers-Scarbeck. Je vais avec lui là-bas. J'ai plus des étoiles, j'en prends plein les yeux. Et je vais avec papa, on se présente. Il y a une dame qui nous prend en charge et tout. Et papa qui fait l'inscription, qui prend en charge. Et merci au vieux. Et depuis lors, ben, the rest, history. J'ai commencé par là. Et de base, j'avais commencé la musculation parce que je voulais plaire. Et je voulais me plaire aussi, surtout d'abord, avant de plaire, je voulais me plaire. Bien sûr. Et j'ai mis un certain accent dessus lorsque je savais que je partirais aux États-Unis pour pouvoir jouer au basket à l'université. Ok. Et là... tu sautes déjà des étapes. Ah, pardon, désolé. On va revenir. désolé. On va revenir tout doucement. Donc, Yeah. donc c'est là, on va dire que tu as eu cette envie de pratiquer du sport. Absolument. D'être actif, etc. Absolument. Pour justement toi-même plaire et aussi te plaire quand tu te regardes au miroir. Impératif, ouais. Et du coup, emboîté le pas sur le sujet. Ouais. Tu as fait du basket aussi. Effectivement, ouais. J'ai fait du basket en Belgique. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Donc tu as commencé d'abord par le basket? Non. Avant d'avoir envie de devenir coach ou avoir cette ambition-là, on va dire. Bon, si on va parler au niveau sportif athlétique, j'ai commencé par les arts martiaux. J'ai commencé par le karaté, l'aïkido, j'ai fait du judo, du taekwondo, des choses que j'aimais énormément. J'étais très doué là-dedans. Malheureusement, l'école primaire dans laquelle je me trouvais, je me battais souvent. Pas parce que j'en avais envie, mais parce que je devais me défendre. Et j'avais déjà certaines connaissances, donc du coup, voilà. ce qui représentait un danger. Exactement. Et pour te faire court, j'ai connu le racisme à 5 ans. Je suis revenu avec un œil beurre noir à la maison sans comprendre le pourquoi du comment, mais mes parents avaient compris. Et donc c'est de par là que je suis passé directement par les arts martiaux. Donc papa a décidé d'être un peu plus dur avec moi parce que je suis quelqu'un de nature très calme, timide de base, mais extrêmement timide. Et il a voulu effacer cette partie de moi. Il a essayé de le faire selon sa manière à lui, c'est-à-dire être sévère, plus rigoureux, etc. Ce que je peux comprendre parce qu'il a connu que ça aussi, donc je ne peux pas lui en vouloir au final avec le recul. Mais ouais, ça m'a forgé un certain caractère et le fait de passer par les arts martiaux, ben, ça va être très bizarre ce que je vais te sortir, mais il y a une certaine beauté dans la violence contrôlée. Ce qui fait qu'à chaque fois que je devais me défendre ou défendre un faible, qui était en général mes amis, je savais où frapper, comment frapper et à quel moment frapper. Et c'est là que je suis devenu dangereux. Et c'est là que papa a dit, ok, stop, ça va te mener nulle part, on va trouver autre chose. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas encore l'UFC, mais c'est quelque chose que je regarde de loin, je me dis, ah, j'aurais peut-être pu... Parce que j'aimais beaucoup ça, j'aime toujours beaucoup ça d'ailleurs. C'est juste que je ne pratique plus les arts martiaux. Donc j'ai commencé par les arts martiaux. J'ai fait un bref passage au foot. J'ai vu clairement que ce n'était pas pour moi, malgré l'amour que j'éprouvais pour ce sport. Et maman m'a obligé, je souligne bien obligé, à passer par le basket. Je ne voulais pas. De base, tu ne voulais pas?
Je ne Mais voulais rien l'amour du savoir. basket est venu comment? À cause de l'habitude? Ou au final, tu as eu à un moment donné un déclic? Il y a eu un déclic qui s'est fait après 3 semaines. 3 semaines seulement? Après 3 semaines, il y a eu Ok. un déclic. Je suis tombé amoureux de cette balle, Mhm. du son de la balle. Je quittais plus ma balle. Euh, J'étais tout le temps avec ma balle. Je partais à l'école avec, je revenais avec. Dans la cour, je jouais. Garderie, je jouais. Mhm. Les profs en avaient marre d'entendre ce bruit de ballon constamment. Ouais, depuis, le basket est ancré en moi. Et encore une fois, maman avait raison. Et dans le basket, tu as été jusqu'à quel niveau? J'étais jusqu'en NCAA Division 2 aux États-Unis, sachant que les divisions aux États-Unis ne sont pas définies par le niveau, mais plutôt par la valeur financière que les universités possèdent. Ok, d'accord. Donc on parle de centaines de millions de dollars, parfois même des milliards dans le sens où certaines universités peuvent générer autant de dollars. Et voilà, donc en général, ceux-là sont les D1, puis tu as les D2, les D3, mais tu peux avoir des D3 qui battent des D1 ou des D2 qui battent et ainsi de suite, tu vois. Donc, tout dépend de la capacité financière. Mais ouais, c'était incroyable, hein. C'était vraiment incroyable. Pour moi, c'était le plus haut niveau que j'ai atteint, sachant qu'au niveau de l'intensité, c'était incroyable. Au niveau de la cohésion de l'équipe, fou. Une cohésion folle, pardon. J'ai réappris à jouer au basket en un mois. J'ai réappris toutes ces années de basket que j'ai accumulées ici en Belgique, là-bas, en un mois. Et je m'explique. Au niveau du conditionnement physique, je ne connaissais absolument pas. Je n'ai jamais couru de marathon de ma vie. Je suis arrivé là, on a dû courir 8 km. Ça paraît peu comme ça. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, Pour quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est peu. Oh, Pour Chris. quelqu'un qui a déjà fait, déjà si on fait le simple calcul quand tu es en voiture, que t'es Ouais, sur l'autoroute, que tu ouais. 8 km oui, à rouler, voilà. tu vois déjà la distance que ça fait, imagine Mhm. tu dois tout faire en courant. Maintenant, tu dois faire ça en courant. On Bien était sûr. 35, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fini 4e. Je me suis dit, oh, moi, je sais courir, moi. C'était dur, c'était horrible, mais j'y suis arrivé. Mais tu l'as C'est fait. là que j'ai compris que j'avais une certaine capacité psychologique, une certaine force aussi que je ne pensais pas pouvoir posséder. Quoi d'autre? Au niveau du QI basketball, j'ai tellement appris. C'est comme si je suis parti là-bas et que j'ai ouvert mon cerveau. Quand j'étais ici en Belgique, j'avais du mal à retenir ce qu'on appelle les set plays. Donc, tu as chaque phase de jeu, que ce soit lorsque tu vas en offensif ou en défensif, j'avais du mal à retenir. Mais une fois que je suis arrivé là-bas, je suis arrivé dans un pays qui n'est pas le mien, avec des comportements, des attitudes qui me sont pas familiers Ouais. ou familières, une langue qui n'est pas la mienne, mais malgré ça, j'ai pu comprendre le langage basketball. Et c'est là que je me suis dit, ouais, je suis supposé être ici. C'est ça. Et c'était incroyable. Moi, je pense que c'est aussi dû au fait que, tu vois, souvent quand tu es dans un certain environnement, surtout celui-ci, Ouais. on est souvent occupé par plein de choses, tu vois. Tu as la famille, tu as tout ce qu'il y a autour. Tandis que là, tu étais isolé. J'étais isolé complètement. Tu étais isolé, donc tu avais, on va dire, toutes Complètement. tes facultés qui allaient dans le même sens, tu vois. Toute cette énergie qui était... J'ai jamais pensé à ça, effectivement. Parce que moi, quand je repense à cette époque, Ouais. je me rappelle, nous, on nous a dit, Zamoura, il est parti aux States. Hein, NBA. Si c'était la NBA, Maggi. Ah, my God. Pour nous, très honnêtement, Ouais. moi, je savais que non, toi, t'étais... Hein, Ouais, c'est vrai que je suis parti comme un voleur. tu vois. Mais après, par la suite, Hmm. t'es revenu. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour qu'au final, le rêve s'arrête? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, j'ai eu mes bourses. Il y a eu des hauts, des bas. Moi, je vais pas te mentir, je suis parti là-bas pour objectif de jouer en NBA. J'étais convaincu que j'allais jouer. Même en nous, on NBA. était convaincus. J'étais convaincu. J'ai tellement travaillé, j'ai tellement prié, j'ai tellement. Bien sûr. La vie n'est pas comme on le planifie constamment. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu certaines réalités dans le sens où tu rentres pas en NBA comme ça, premièrement. Justement, par rapport à ça, Ouais. tu sais, juste nous énumérer, on va dire, quelques points positifs et les points négatifs. Surtout par rapport à ce que les gens s'imaginent. Parce que nous, on pense toujours que c'est facile, tu vois. Tu as du talent, c'est tout, ça suffit. Tu es Non. fort, c'est bon. Tu peux nous en parler un peu plus, justement, pour les gens qui Ouais, bien sont sûr. encore un peu ignorants. par rapport à ça. Déjà, pour pouvoir se faire recruter, c'est pas seulement sur les capacités basketball. D'accord. C'est sur tout ce qui tourne autour. Petit exemple, en 2009, j'étais parti avec Lionel Loris, qui est maintenant directeur sportif à Uccle. Très bon gars, excellent joueur. Ok. Avec un autre Belge flamand dont j'ai oublié le nom et 2 Allemands. On était parti à l'époque avec Fred Young, donc on était parti pour un mois, faire une tournée de 8 universités en test. Ok. Ce qui m'a frappé, en fait, c'est quoi? C'est que
Pendant ces tests, c'était pas seulement physique, c'était psychologique, c'était au niveau de l'attitude. Et c'est ça qui m'a choqué. Moi, par exemple, dans mon cas, il y a 2 facs qui me voulaient, dont une dans le Wyoming en particulier. Et c'était celle-là qui m'avait vraiment beaucoup frappé, dans le sens où tout se passait bien sur le terrain. Et à un moment, je me foule la cheville. Je me foule la cheville, je me dis, ah ça y est, je vais plus pouvoir faire de tests ni quoi que ce soit. Tant pis. Donc je vais sur le banc. Il y a mes autres gars qui jouent. Maintenant, mon attitude était telle que je continuais à encourager mes gars. Je leur donnais des directions, voilà, faites ci, faites ça, voilà, s'il y a un homme qui vient, je disais help, etc. Je restais concerné, quoi. Je restais concerné. Et il y a une chose que je ne savais pas, c'est que le coach me regardait apparemment. Donc, de ce que j'ai compris, de ce que Fouan Young à l'époque m'avait dit, il m'a dit, écoute, on était parti à cette université principalement pour toi parce que ton profil sur papier intéressait déjà. Et le fait que, voilà, que je me sois foulé la cheville, que j'étais sur le banc, sous glace, mais que je continuais à encourager, a fait toute la différence. Je dis, ah ouais. Il me dit, ouais. Effectivement, le coach te regardait, et malgré le fait que tu ne jouais pas, ben, tu étais toujours involved, tu étais toujours inclus dans le game. Je me dis, oh, je ne savais pas que ce genre de choses comptait. Et il faut savoir que les Américains regardent beaucoup l'extra-sportif. Beaucoup. Parce que le talent aux États-Unis, c'est pas ce qui manque. Des athlètes incroyables. Bien sûr. Ce sont des gens qui ont une âme qu'on ne possède pas, c'est cette faim. Tu sais, là-bas, vivre dans sa voiture, c'est normal. 1 an, 2 ans, 3, c'est normal. Malheureusement aussi, parfois, vendre de la drogue, c'est normal. C'est de la survie, en fait. C'est de la survie. C'est de la survie. Et cette survie, on ne l'a pas forcément ici, ou pas au même degré qu'aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Et tu le sens directement dans le game. À partir du moment où quelqu'un met de l'intensité, tu sens que cette intensité n'est pas naturelle. C'est pas un truc qui vient, c'est sauvage. Bien sûr. C'est sauvage, c'est intense, c'est brut, mais contrôlé. Mais contrôlé, c'est ça. Et toi, tu es là, en face de cette chose-là, tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai pas les capacités pour pouvoir... Je comprends pas d'où ça vient. Ouais. Je comprends pas, mais tu dois vivre avec ces gens pour comprendre, tu vois. Et ouais, donc il y a l'extra sportif qui compte, les points à l'école, la moyenne scolaire. Si tu n'arrives pas à une certaine moyenne, tu peux pas jouer, surtout en tant qu'étranger. Quoi d'autre? L'attitude, super important. Et bien sûr, par après, ouais, effectivement, la performance. Mais même quand ces 3-là sont réunis, c'est pas ça qui va te garantir une carrière en professionnel en NBA. Il y a d'autres facteurs. Tu dois être représenté par un certain type de personnes. Tu dois avoir beaucoup de connexions aussi. Ça, j'étais surpris. Ça, j'étais vraiment surpris. Il y a des connexions qui doivent être dans tes poches. Il y a des leviers qui doivent être activés. Pourquoi? Parce que c'est pas une franchise. Parce qu'on dit pas club, on dit franchise. C'est pas une franchise qui va mettre plusieurs millions comme ça sur quelqu'un. Il faut avoir quelqu'un qui connaisse, qui... Bien sûr. Il faut même avoir un petit pouvoir d'achat aussi. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui passent par des agences, etc. Et même par là, c'est pas forcément garanti. Donc, le chemin vers la NBA, premièrement, il y en a plusieurs. C'est pas forcément seulement avec l'université. Il y en a qui ont joué à l'étranger, il y en a qui viennent de France, qui y vont directement, il y en a qui ont joué en Asie, comme Emmanuel Moudia, qui est congolais, qui est parti en Chine. Il a fait son argent, il est parti en NBA. Enfin, il y a plein de chemins qui mettent en NBA. Il ne faut pas forcément être en D1, il ne faut pas forcément être en D2, D3. Il y a plein de chemins. Mais c'est pas facile. Parce qu'il y a que, si je ne dis pas de bêtises, 400 places. Et ça tourne. Pour je ne sais combien de millions. Exactement. Et donc, du coup, maintenant, toi, tu reviens. Ouais. Quand tu reviens, dans quel état d'esprit tu es? Dans quel même état physique tu es à ce moment-là? Je suis... Quand tu reviens, parce que pour ceux qui ne comprennent pas trop souvent ce genre de projet-là, il faut savoir que tu as quitté ta famille, tu étais jeune, et tu arrives, comme tu disais, dans un pays où tu connais personne. C'est une toute autre culture, une autre manière de vivre, un autre climat aussi, tu vois. Et on va dire, tu fais tous ces sacrifices pour ça. Et au final, ça n'aboutit pas. Et tu reviens. Qu'est-ce qui se passe? Avec le recul, dépression. Je ne m'en rendais pas compte, mais je n'osais plus sortir. Il y avait la honte, il y avait la dépression parce que tu étais dans un certain cas de basket que tu ne retrouves absolument pas en Belgique, nulle part. Mais vraiment nulle part. Ton niveau qui commence à régresser à une vitesse grand V.
Et c'est là que tu comprends qu'en fait, l'environnement dans lequel tu étais était propice à ce que tu puisses continuer à évoluer. C'était très dur, donc c'était un gros step back. J'ai essayé de jouer au basket ici, mais tu sais, la Belgique, Bruxelles, tu fais 2 mètres, donc d'office, on va te faire jouer pivot. Donc tu as les 5 postes, tu as meneur de jeu, ailier shooter, ailier, un autre ailier qui pénètre, tu as l'ailier fort et tu as le pivot. Et moi, on mettait à chaque fois pivot, mais si tu compares les pivots d'ici et les pivots aux États-Unis, un pivot aux États-Unis, c'est plus de 2,10 m pour je ne sais combien de centaines de kilos. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, je fais 2,2 m, je suis à 94, 95 kg. Le plus haut que j'ai pu atteindre, c'était 105 kg. Mais je suis clairement pas un pivot. Quand j'étais là-bas aux États-Unis, je jouais en tant que ailier et en tant que surtout numéro 4, donc c'est-à-dire ailier fort, qui est vraiment ma place, tu vois. Mais ça, tu penses que c'est dû à quoi? C'est dû à peut-être le coaching qui n'est pas le même ou la vision du basket qui n'est peut-être pas pareille ou c'est quoi en fait? Les deux? Les deux. Le coaching qui n'est absolument pas le même. La vision du basket qui est vraiment nulle. On va dire ce qui est vrai, ce qui est cru, nul. Comparé aux États-Unis. C'est le monde du basket là-bas. Même si ça a été créé par un Canadien, le basket reste américain. Le basket reste américain, ces gens ont tout compris au game. Et c'est la raison pour laquelle ils sont les meilleurs au monde. Et voilà, mais il y a beaucoup de choses à changer, effectivement, ici en Belgique particulièrement, parce que en France, c'est différent. En Allemagne, c'est différent. Même en Hollande, où le niveau est beaucoup plus bas que la Belgique, c'est différent aussi. Mais il y a cette mentalité ici en Belgique que tu retrouves malheureusement dans beaucoup de choses comme dans l'athlétisme, récemment avec Nafissa Toutiam, dans le football, dans le basket et dans tellement de disciplines. Et ça se sent directement, tu sais que tu es en Belgique. Mais tu penses que selon toi, c'est quoi qui pourrait changer? Faire en sorte que ce que tu dis change? C'est où que commence ce problème-là, tu vois? Changer le leadership de toutes ces instances. Okay. Ils sont dirigés par des gens qui viennent d'une autre époque, qui n'ont pas forcément la bonne vision de voir plus loin que leur nez ou plus loin que la Belgique. Et ouais, faut tout recommencer, mais à tout point de vue. Mais moi j'ai une question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ces instances sont mal gérées, si on peut dire ça, parce que les personnes en question n'ont peut-être pas été réellement dans le sport, ou alors c'est peut-être des personnes qui ont été dans le sport à une autre époque et qui ont peut-être plus de mal à s'adapter, on va dire, à l'époque de maintenant. Donc il faudrait faire quoi maintenant en fait? Mettre des personnes, on va dire des jeunes, ou alors juste convaincre, on va dire, les personnes en place de, elles, s'adapter à l'époque de maintenant? Bon, je pars toujours du principe qu'une personne peut toujours changer. Mais il est très difficile de faire changer des personnes de plus de 50, 60, 70 ans. Pour moi, il faudrait mettre des beaucoup plus jeunes, premièrement, et des gens qui ont de l'expérience dans ce domaine. Et qui sont aptes à pouvoir s'ouvrir l'esprit aussi, surtout. Parce que tu peux avoir de l'expérience, mais ton expérience ne va pas être la réalité de tous et de tout. Tu vois. Donc, je suis un peu partagé dans le sens où, oui, je trouve que voilà, les personnes qui sont là sont trop âgées pour ces métiers et ce leadership. Et oui, effectivement, il faut de nouvelles personnes avec de nouvelles manières de penser, mais aussi une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir diriger ces instances, dans les deux cas. Donc, ouais, je dirais que c'est... Il faut de la nouveauté, quoi. Il faut de la nouveauté, vraiment. Il faut de la nouveauté, il faut de l'update, vraiment. C'est important. Ok. Hyper important. Pour en revenir à toi. Dis-moi. Donc tu reviens, comme tu dis, t'es en dépression en fait. Dépression. Mais peut-être à ce moment-là, tu le réalises pas, parce qu'en plus je sais que c'est des sujets qui sont très tabous entre nous, déjà particulièrement. Et donc on va dire à ce moment-là, tu es au fond du trou. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dois vite réfléchir à rebondir. Donc je commence à chercher un travail. Je trouve un boulot. Je travaillais dans les assurances à l'époque, téléphone, etc., dans la téléphonie. Et puis de là, je suis passé un peu plus tard chez Apple, où j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Ensuite de là, je suis devenu manager chez Gyms à l'époque. Gyms, c'est la salle de sport. Hein. La salle de sport, effectivement. Okay. J'ai fait, je crois que c'était 10-12 mois. Et ensuite, je suis devenu... Je suis devenu consultant dans Customer Service and Marketing, donc un 9 to 5.
j'étais vraiment pas heureux du tout. Professionnellement, j'étais pas heureux du tout. Je me disais, mais mon Dieu, et je dis ça vraiment en toute humilité, vraiment, croyez-moi. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu m'as donné tout ça, en fait? Pourquoi est-ce que tu m'as donné cette taille? Pourquoi est-ce que tu m'as donné ces capacités? Fallait me faire normal. Si c'était pour finir là où je suis, entre guillemets, derrière un bureau à tout le temps. Je dis pas que c'est mauvais, mais pour moi, c'était mauvais. Tu te réveilles un matin avec les pieds de plomb, ton enfant vient de naître et tout, tu peux pas passer de temps avec parce que tu dois passer ton temps au bureau de 9h à 17h, tu as les embouteillages, tu reviens, tu es fatigué. Et je n'ai jamais connu une fatigue aussi hors norme que lorsque j'étais dans ce métier. Je ne faisais rien de physique. D'ailleurs, tu as un enfant, tu l'as eu à quel âge? Je l'ai eu, j'avais, Sakura, elle a 6 ans, 29 ans. 29 ans, ouais. Okay. 29 ans, j'ai ma fille chérie. Et donc, tu as eu ta fille en fait pendant cette période-là? Pendant cette période-là, effectivement. Okay. Et puis, peu de temps après, le Covid est arrivé et ça, c'était vraiment un souffle. Un soulagement, oui. Parce que tu avais l'occasion justement d'être... Ouais, de voir ma fille grandir, de la prendre dans mes bras, de m'occuper d'elle, tu vois. Et ça m'a fait un bien fou. Donc, tu fais partie du pourcentage des personnes qui ont profité du Covid? On a bien profité du Covid à l'époque avec madame. On a bien, franchement, de ce Covid, on avait bien profité. Tout se passait très bien pendant le Covid et tout. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et c'était plus une bonne période pour se rassembler, en fait. Exactement. Ouais, bien sûr. Le fait de mettre pause à tout. Et je ne sais pas par quelle lucidité, ça se trouve, c'est le Saint-Esprit, en fait. Bon, comme tu le sais, je suis chrétien. Et de confession, chrétienne. J'étais en train de me laver et je me disais, en fait, si je dois changer ma vie, c'est maintenant. Parce que je sais qu'il n'y aura pas un second confinement comme ce qui se passe maintenant. C'est pas possible. Financièrement dans le monde, etc., ça ne va pas se reproduire comme ça. Peut-être que ça va se reproduire, mais pas comme ça. Bloquer tout le monde à la maison et tout, rien. Surtout qu'à ce moment-là, les gens, on était un peu déjà contraints et tout le monde a suivi. Sauf que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu dois refaire, il n'y a plus personne qui va écouter. Jamais. C'est fini, ils nous ont tous perdus. Jamais. Là, c'est mort. Non, ils nous ont eu une fois, pas deux. Nah, heck, nah. Pas deux. Pas deux. Ouais, donc j'étais dans la douche, je me dis, ok, Zi, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Le sport, le basket. Ok. Bon, obviously, le basket, là, pour l'instant, même pouvoir coacher dans le basket, ce que maman me disait tout le temps, mais pourquoi tu ne deviens pas coach basket? Je n'avais pas encore cet amour de transmettre. Peut-être pour mon fils ou pour ma fille maintenant, parce qu'elle veut jouer au basket aussi. Ça, on en reparlera peut-être un jour. Mais tu n'avais pas encore digéré, en fait, ton... J'avais pas encore digéré, bien sûr, c'est normal. Non, j'avais pas digéré, papa. C'était pas pour maintenant. C'était pas le moment. Non. Je réfléchis, je dis, ok, j'aime beaucoup le sport. Ok, c'est quoi tes capacités? Je suis très bon en physiothérapie. Je suis très bon en coaching, je sais transmettre, je sais apprendre, je sais me faire comprendre et c'est un amour de pouvoir le faire. Ok, je me dis, ok, qu'est-ce que tu fais maintenant? À l'époque, je me disais, ok, les footballeurs là maintenant n'ont pas forcément leur kiné à disposition. Kiné du club et tout ça. Voilà. Ils sont 30 joueurs. Hein, exactement. Pourquoi pas me proposer à tel joueur, et de là, c'est parti, on crée une chaîne, on crée de la récurrence, etc. C'est ce qui s'est passé. Donc, à l'époque, l'un de mes premiers, c'était Julien Vercotteren, qui avait besoin de moi parce qu'il avait une pubalgie à l'époque, donc je l'ai traité. Dieu merci, tout s'est très bien passé. De là, Julien m'a présenté à un tel m'a présenté à un tel, et c'était parti. Tout se passait bien. Jusqu'à ce que, voilà, on mette une restriction en plus. Après 22 heures, plus personne sur les routes. On fait quoi? Ok, à l'époque, je me suis dit, alright, no problem. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Du personal training. Les gens font du sport dehors, courent par-ci, par-là, mais les salles de sport sont plus disponibles. J'ai un grand parking en bas, il y a un grand espace au fond qui n'est pas utilisé. Pourquoi pas aller là-bas et donner mes cours? Self-made. Exactly, hustle, Nipsey Hussle, à son âme. Et de là, c'est parti. Ça a pris une ampleur incroyable. La récurrence, c'était vraiment parti. Puis je me suis dit, ok, faudrait peut-être que je cherche un studio par la suite, une fois que tout ça se calme. C'est ce qui s'est passé. J'avais trouvé un studio et là aussi, c'était la clientèle tombée du ciel sans que je ne cherche qui que ce soit, quoi que ce soit, tu vois. Et j'ai beaucoup travaillé pendant 2 ans et demi environ. Cash in. Et c'était bien sur le moment même,
Mais avec le recul, c'était pas bon du tout parce que ma motivation première était l'argent. Tu vois. Ok. Ma motivation première était l'argent et Après, c'est normal. Ouais, c'est normal. La situation Voilà. de laquelle tu viens, plus celle que tu vis, Covid. Exactement, Covid. Papa. Voilà. Il y a maman aussi. Tu dois faire du cash. Bien sûr. Tu dois faire du cash. C'est normal. Et ouais, donc j'avais énormément travaillé. J'essaie d'être présent pour la petite et tout, etc. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Et c'est une situation dans laquelle je me suis dit que je ne voulais plus me retrouver par la suite, tu vois. Une fois que j'ai pris un peu de distance par rapport à tout ça, je me suis dit, ok, ça va, il faut que je change ma manière de travailler, tu vois. Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, pour en savoir un peu plus sur la relation que tu as avec le sport aujourd'hui. Ok. Est-ce que, pour toi, le sport, c'est pas le cas de tout le monde, comme tu l'as dit toi-même là tout de suite, là, au départ, tu le faisais pour l'argent. Exactement. Puis par la suite, ça a peut-être évolué, justement, parce que tu es dans une transmission, donc forcément, tu crées des relations. Facts, ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le sport est capable de soigner tes maux? Waouh. Très bonne question. Parce que tu es dedans déjà depuis très longtemps. Ouais, je suis dedans depuis mes 17 ans, j'en ai 36 maintenant. Ouais. Ça fait longtemps. Wow. Est-ce que, je sais pas, ça t'arrive des fois de te dire, je suis pas bien, je vais au sport, tu fais du sport et que ça, voilà, que ça suffise, que tu n'as pas besoin de plus, on va dire? Non, ça c'était avant. Ouais. Ça c'était avant, ouais. Où tu sais, tu transformes une tristesse, une colère en énergie positive, en allant pousser, tirer, te dépenser. Tu as ton endorphine qui agit sur toi, tu te sens bien, tu es calme, tu as ta musique, tu es dans ta bulle. C'est tout un truc en fait, tu vois. C'est pas le sport proprement dit, mais c'est tout ce qu'il y a autour. En fait. Voilà, exactement. Fut un temps, oui. Maintenant, non. Pourquoi parce que j'ai une relation avec le dieu que j'ai pris qui s'appelle Yahweh et son fils Niki Yeshua depuis 2 ans maintenant. Et que c'est ce qu'il me fallait depuis toujours, je ne le savais pas. La spiritualité. Ouais. Je me suis retrouvé, parce que je m'étais transformé en une personne que je n'appréciais absolument pas. Et je me suis totalement retrouvé et ça m'a apporté une paix hors norme. Je dirais que le sport en général reste toujours une partie vitale de moi. Mais est-ce que c'est une partie totale? Non. Ok. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé par rapport à ça, mais c'est pas dans sa totalité, mais une partie partielle. Maintenant, ça me fait du bien de pouvoir pousser, tirer, de savoir que je suis toujours en bonne santé. Tu vois, de pouvoir être crédible aux yeux des enfants que j'enseigne, aux yeux des athlètes que je prends. Quand je dois donner l'exemple pour certains mouvements, etc., je dois rester fit. Maintenant, mon objectif à moi, par exemple, si je dois revenir par rapport à la question principalement, je sais que ça me fait du bien lorsque j'ai un but précis. Ok. À l'époque, je voulais ressembler à un certain type d'athlète pour refléter une certaine peur sur le terrain. Ce que j'ai réussi à faire, surtout quand j'étais à Atlanta. Quand je suis arrivé, qu'on a dit, ouais, il y a un petit Belge congolais qui vient, etc., il vient d'Europe. Les Américains, ils se disent quoi dans leur tête? Ah, c'est encore un Européen. J'arrivais, j'avais mes épaules qui faisaient 2 fois ça, etc. J'ai senti que ça calmait déjà tout le monde, tu vois. Et effectivement, je performais sur le terrain aussi. Ils étaient très forts, mais j'étais très puissant aussi, tu vois. Donc, l'aspect esthétique de la chose, c'est pas juste pour faire le beau, c'est pour imposer un certain respect aussi, tu vois. Bien sûr. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là. Maintenant, comme je disais, il faut un but. Par exemple, là, j'ai 36 ans. J'aimerais pouvoir atteindre un certain physique d'ici mes 40 ans. Là, je fais 2,2 m, je suis à 95 kg. J'aimerais atteindre d'ici mes 40 ans 115 kg. Okay. 115 kg avec maximum 12-13% de graisse. Tu vois. Donc, c'est un travail. Il faut une certaine discipline. Ça me permet de garder le cap et de ne pas lâcher le sport aussi, tu vois. Et puis, voilà, le fait que ma fille me dise « Ouais, mon papa, c'est le plus fort du monde », ouais, ça fait du bien. Hein. Bien sûr, c'est une fierté. Ah, de fou. Parce que la petite, elle le dit, sans savoir ce par quoi tu es passé, mais elle voit le résultat, elle le sait, tu vois. Exactement. Donc, le sport reste une très grande partie de ma vie, vraiment. Okay. Et je pense pas que j'arrêterai de sitôt. Hein. Mais c'est quoi tes projets dans l'avenir maintenant? Par rapport à ça, tu vas rester dans le coaching? Ou est-ce que tu as d'autres ambitions ou tu aimerais peut-être même toi dans ce domaine aussi apporter ta petite pierre à l'édifice? Écoute, déjà, le coaching, je pense que je continuerai, mais pas toute ma vie. Pas toute ta vie? En tout cas, pas de la même manière que je le faisais avant. À présent, je le fais déjà un peu différemment dans le sens où je prends beaucoup de groupes. Je suis toujours en présentiel. Mais je pense plutôt que j'irai plutôt dans la formation.
Ok. la formation de futurs coachs, la formation de futurs physiothérapeutes, la formation de futurs préparateurs physiques, dans la programmation aussi. Principalement pour le Congo et l'Afrique en général, mais principalement pour le Congo si le bon Dieu me l'accorde, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire chez nous dans cet aspect-là. Particulièrement, il y a tellement de talent. Il y a tellement de talent, mais il n'y a pas de cadre proprement dit. Et je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice de ce côté-là. Et une espèce d'autosuffisance par la suite, en essayant de changer les mentalités à petite échelle, en commençant par chez nous, et puis ça va se répandre petit à petit, quoi. Ok. Ouais. Dans ce que tu dis, est-ce que tu es, on va dire, communautariste dans ton domaine ou pas spécialement? Dans mon domaine, pas spécialement. Je suis ouvert à tous. Mais je ne vais pas te mentir que quand je vois un petit Africain, un petit Congolais particulièrement, je mets un peu plus de soin, si je puis dire ça comme ça. Parce que je sais d'où on vient, je connais nos réalités, je sais ce dont on a besoin, particulièrement en tant que garçon, même si le sujet encore... Ça commence à devenir de plus en plus, de moins en moins, pardon, tabou, mais que ce soit psychologiquement, spirituellement et émotionnellement. Émotionnellement surtout. Bien sûr. Émotionnellement, je le vois clairement. Par exemple, moi, quand on a des petits ici qui n'écoutent pas, je vais les crier dessus. Mais je vais les crier dessus comme si c'était mes fils. Donc, je vais te crier dessus, je vais te faire comprendre pourquoi je te crie dessus, et on va parler après lentement et mettre les points sur les i. Histoire de comprendre le pourquoi, bien sûr. Et ils comprennent, et en général, ils reviennent, ils sont tout contents. Ils sont polis, ils commencent à prendre soin d'eux. Tu sais, c'est des petits détails bêtes. Hein. Je sais pas, moi, vous venez ici, mais vous sentez mauvais. Moi, je dis, les gars, vous avez entre 7, 8, 9, 10 ans. Vous allez entrer en adolescence, vous allez commencer à fréquenter certaines personnes à l'école. Vous n'avez pas envie qu'on vous appelle le puant, là. Mettez du déo quand vous venez. Bête exemple, ou des trucs du genre, tu vois. Donc, je les traite comme si c'était mes futurs fils. Je n'ai pas encore de fils. De vie, quoi. Voilà. Ça dépasse le sport. Mais en travers le sport, je peux apporter cette touche d'éducation, si je puis dire ça comme ça, de conditionnement, que ce soit spirituellement, émotionnellement et psychologiquement. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve que dans ce domaine-là, je peux faire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai, c'est vrai. Surtout que moi, quand je vois un peu tous les domaines, je vois, surtout à l'heure actuelle, il y a de moins en moins en fait, de personnes aussi profondes dans leur art, tu vois. C'est que on reste que sur la surface à chaque fois. Tu vois, c'est que ce qui intéresse du moins l'argent. Pardon. Le m'as-tu vu, etc. Il y en a peu qui rentrent vraiment en profondeur de la chose, tu vois, qui essayent déjà de, comme tu dis, toucher le côté émotionnel, le côté spirituel et psychologique aussi, tu vois. Et donc je pense que par rapport à ça, tu pourrais apporter une plus-value. Ça, j'en suis sûr, parce que je sais aussi comment tu travailles, je sais comment tu es aussi, tu vois. Mais je vais te demander aussi, dis-moi tout. Maintenant, à l'heure actuelle, avec ce que tu fais, est-ce qu'au niveau de ta vie de famille, ça t'a apporter un côté un peu plus positif qu'avant? Il y a quoi qui a évolué maintenant par rapport à ça? Ou comment est-ce que tu verrais, toi, ta fille, d'ici quelques années, te dire, voilà, papa, moi j'ai envie de me lancer dans ça, ça, ça. Quelle serait ta vision, toi, à toi, juste sur base de ce que tu as vécu, tout simplement? Si elle devait se lancer dans mon domaine là maintenant? Dans n'importe quel sport. N'importe quel sport? Elle te dit, papa, je suis passionné de ça, pour ça, on m'a demandé de partir. Je dois partir, je suis passionné, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu sais ce que tu as vécu. Ouais, je sais ce que j'ai vécu. Bah, écoute, je vais lui parler, je vais en parler. Déjà, je vais lui demander, OK, est-ce que tu as un plan? Avant toute chose, est-ce que tu as un plan? Je vais analyser son plan. Je vais lui parler de certaines réalités. Maintenant, voilà, c'est une fille, je suis un garçon, c'est encore différent. Il y a encore d'autres réalités, il y aura encore d'autres obstacles auxquels elle, j'espère, devra passer ou ne devra pas passer. Bien sûr, et tu as aussi un peu plus peur, tu vois, un peu plus de peur. Un peu, tu vois ce que je veux dire. Sûr, voilà. Mais est-ce que je serai contre? Non, je ne pense pas. Mais j'aurai un œil très, 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 très attentif par rapport à tout ce qui se passe, malgré la distance. C'est quoi les conseils que tu lui donnerais, par exemple? Reste discipliné. Reste discipliné. N'oublie jamais l'éducation que je t'ai donnée. Tu es une grande fille. Je t'ai donné certaines valeurs. N'oublie pas qui tu es. N'oublie surtout pas qui tu es. On n'est pas n'importe qui. On n'a pas la même éducation que eux. Et quand je parle de eux, je parle des Américains, par exemple, s'ils doivent partir aux États-Unis. Et ne te perds pas. Tu as un chez toi. C'est pas parce que ça ne va pas que tu dois rester là-bas, forcément. Reviens, vaut mieux un minor step back pour un better comeback.
que de rester, de rentrer dans certains milieux pour pouvoir s'en sortir, or que tu es un chez toi. N'oublie jamais que papa est là. Tant que je suis vivant, papa est là. Sers-toi de papa. Tu vois. C'est ce que je lui donnerais comme conseil, ça c'est sûr et certain. Et par la suite, bah, au niveau athlético-sportif, sois coordonné. Hein. Sois coordonné, sois discipliné, écoute, sois coachable, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ne le sont pas. C'est vrai. Beaucoup de personnes qui pensent que voilà. Qui ont du caractère, qui pensent tout savoir. Du caractère qui frôle l'impolitesse, ouais. Ouais, un mauvais caractère. Manque de respect, voilà. C'est ça, un mauvais caractère. Dans ce sens-là. Et voilà quoi. Mais sinon, le reste, ouais, c'est une grande fille, elle est sage. Et en tout cas, j'espère qu'elle continuera d'être sage. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour. Mais ouais, je lui ferai confiance. Bah, franchement, c'est très touchant parce que quand tu parles, on voit que t'es un papa poule. Ouais, quelque part, ouais. En plus, les filles c'est toujours papa. Ça, c'est connu. Ah, elle m'énerve. Non, j'aime de tout mon cœur. Non, c'est vrai, mais ouais, non, au fond, je suis un papa poule, même si je peux être très sévère avec elle. Mais comme j'ai dit toujours, je préfère serrer la vis pendant qu'elle est jeune et la desserrer en grandissant que l'inverse. Parce que serrer la vis quand tu as une adolescence, c'est trop tard. Bonne chance. Surtout là maintenant, en 2025. My G. On va appeler la police. Hein. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour être coaché ou pour que tu puisses, pour avoir tes services? Comment on fait? Vous pouvez me consulter directement via Instagram, hein, sur bodyprime.z. Je parle en anglais, bodyprime.z. Tu vois, trop d'Américains. Ouais, trop d'Américains, là, ça commence à revenir. Là. C'était parti, là, ça revient petit à petit, là, dès que tu parles business. Et à partir de là, on peut avoir une conversation, que je puisse savoir un peu quels sont vos objectifs, etc. Même chose pour la physiothérapie. Et pour la préparation physique aussi en général, et voilà, selon mes disponibilités, parce que je suis assez prisé, je suis aussi préparateur physique au RWDM là, pour l'équipe féminine première, c'est tout nouveau, et c'est grâce à Gérard Lofonja d'ailleurs, que je remercie encore une fois, qui est un ange gardien pour moi, et comme j'arrête pas de le dire, lui et moi, c'est la relation qu'on a est spirituelle avant toute chose. Big up à lui. Big up, Jay. Il aide un frère, c'est mon frère. Thank you, Jay, for real. Et ouais, donc voilà, je suis assez prisé, je vais pas mentir. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est vrai que je fais un peu moins de coaching, monsieur, madame, tout le monde, parce que justement, je suis très occupé avec les petits, avec les dames, avec la physiothérapie qui prend de plus en plus d'ampleur, Dieu merci. Et c'est exactement ce que je voulais. Mais je ne veux pas en rester là parce que voilà, il faut commencer à évoluer et à grandir. Mais si je dois revenir, par exemple, l'année dernière au même moment, ah, Dieu est grand, mon frère. Hein. Ah, Dieu est grand. Justement, c'est bien que tu emboîtes le pas. Quand tu te regardes aujourd'hui, 2025, sur Totalement Dedans, et tu te vois, par exemple, on va dire, à tes 27 ans, qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes ce Zamora-là et que tu regardes celui d'aujourd'hui? Tu as envie de dire quoi à celui-là, à ce moment-là précis? Tu as choisi vraiment une année particulière parce qu'à mes 27 ans, c'était extrêmement horrible pour moi émotionnellement. Extrêmement horrible. Tu te disais quoi quand tu avais 27 ans à ce moment-là? J'étais en manque de confiance totale parce que je ne savais pas où j'allais. En manque de confiance totale parce qu'il s'était passé de quelque chose de très grave dans ma relation à l'époque, à ce moment-là aussi. Et j'étais complètement perdu et isolé parce que je ne savais pas à qui parler. Et je n'avais pas la foi non plus, donc j'étais seul. Seul face à mes soucis, donc je devais me débrouiller seul aussi. Tout seul, ouais. Tu devais tout gérer tout seul, ouais. Tout seul, tout seul. Ce Zamora-là n'est plus, Dieu merci. Le Zamora de maintenant, je sais ce que je vaux. De par le fait que je sois papa d'une fille en particulier. En plus d'une fille, c'est pas particulièrement. Particulièrement, ça demande beaucoup plus, je trouve, en tant que papa, parce que tu es le premier homme de la vie de ta fille. C'est énorme. Exactement. C'est l'exemple du mari qu'elle aura plus tard. Exactement. Les choix qu'elle fera seront basés sur toi. Exactement. Et c'est un fait, c'est comme ça. Le fait d'être passé par les galères financières et là où je travaillais auparavant, le fait d'avoir eu la vision, littéralement, de contacter Gérard, le fait d'être dans un endroit pareil, de travailler avec des professionnels tout le temps, tous les jours, de se lier d'amitié. Jamais moi, j'aurais cru un jour dire que Lewin Kurzawa et moi, on est potes. Bien sûr. Je suis un petit gars de BX. Mais encore une fois, merci Gérard, c'est grâce à toi.
Double merci. Ouais, non, Gérard, je lui dois beaucoup à cet homme. Je lui dois énormément. Jamais j'aurais cru dire ça un jour de ma vie et jamais j'aurais pu imaginer que je serais là où je suis maintenant, vraiment. Vraiment, ça n'a rien à voir. Les Amoras de maintenant est totalement différent. Ma vision est beaucoup plus ample par rapport aux opportunités, par rapport à ce que je peux faire, par rapport à mes dons, parce que effectivement j'en ai plusieurs. Je suis totalement reconnaissant envers l'Éternel, totalement reconnaissant envers Gérard, totalement reconnaissant envers toutes les personnes qui me font confiance à chaque fois que j'ai leur corps entre les mains et que je dois les manier pour pouvoir les soulager. Et donc je suis reconnaissant aussi par rapport à monsieur, madame, tout le monde qui vient me voir pour pouvoir les aider à se surpasser ou bien pour pouvoir se vider psychologiquement très souvent. Parce que tu sais, tu as des personnes qui viennent chez toi pour être coachées et au fur et à mesure que tu avances avec eux, en fait, tu te rends compte qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour pouvoir parler, ouais. à qui parler, à un inconnu total qui ne juge pas, parce que je suis vraiment comme ça, je ne vais pas te juger, et tout ce qui se dit ici reste ici, tu vois. Je suis un coffre-fort, si j'étais quelqu'un de très mauvais, je pourrais écrire des tas d'histoires là, si tu savais tout ce que j'ai, quoi. Mais, ouais, donc voilà, je suis vraiment reconnaissant pour tout ça, quoi. Et je sais que je suis dans mon domaine, et je sais que de par ce domaine, je vais pouvoir développer encore d'autres sujets. Tu vois, clairement. Mais je suis exactement où je dois être. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Absolument pas. Absolument pas. Après, c'est vrai que ça fait un contraste intéressant, justement. Ouais. Ce que tu as vécu quand tu avais 27 ans, qui était un moment où, justement, où tu ne savais pas où aller, tu ne savais pas quoi faire, tu n'avais pas non plus de raison de te battre, parce que tu n'avais pas encore ta fille. Exactement, c'est ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu as non seulement une raison pour te battre, mais tu as aussi déjà quelqu'un à qui transmettre directement ta vision, ton éducation, ta passion. C'est ça. Etc. Et c'est ça qui, je pense, qui te donne la force aujourd'hui, en plus du sport. Oui, en plus du sport et Dieu surtout. Et Dieu. Ouais. Parlons un peu de ce côté spirituel, justement. On n'en parle jamais beaucoup, pas assez, je pense. Quelle place a cette spiritualité, que ce soit dans ta vie sportive ou même dans le quotidien? Comment tu gères ça? Place numéro 1. Ok. Et je ne vais pas dire ça parce que voilà, non, vraiment place numéro 1. Je n'ai jamais autant prié de ma vie. Okay. Vraiment. Avant toute chose. Avant de prendre une décision, avant de sortir, avant de déposer ma petite à l'école, dans cet endroit, parfois, bon, maintenant, tout le monde va le savoir et c'est pas un souci non plus, mais très souvent, quand je me retrouvais seul ici, je priais pour que cet endroit soit propice à ce que chaque personne qui bosse ici puisse générer gracieusement, financièrement, etc., constamment. J'ai prié pour que cet endroit puisse être bien, bon, et donner une certaine sécurité à tout le monde, que ce soit financière, psychologique, émotionnelle, etc. Ça m'est arrivé très souvent, très souvent. Je veux cette positivité à chaque fois, qu'elle m'accompagne et qu'elle puisse accompagner d'autres personnes aussi, tu vois. Ça m'a beaucoup impacté parce que ça m'a apporté une paix. Comme tu as dit, à mes 27 ans, j'étais complètement perdu, manque de confiance totale, etc. Et Dieu Tout-Puissant m'a donné cette paix lorsque je suis revenu vers lui, parce que j'étais fâché contre lui. Et quand je suis revenu du jour au lendemain, la première chose qui m'est venue, c'était la paix. Plus aucune anxiété. Je n'ai jamais... C'est juste inimaginable. Et franchement, je souhaite à tout le monde de pouvoir expérimenter ça. J'ai pardonné l'impardonnable, j'ai pardonné à des gens. Et le fait de pardonner, ça m'a libéré. Ça a libéré mon cœur d'un poids et d'une certaine, on va mettre les mots sur les mots, haine que j'avais envers plusieurs personnes qui n'est plus. Tu vois, haine, j'ai plus. J'ai plus. Et je veux la garder. Je veux garder mon cœur comme ça, tu vois. Garder ta paix. Exactement. Ouais, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte que quand on garde une haine envers une personne, en fait, c'est une charge qu'on a sur soi. C'est une charge qu'on a sur soi et puis ça te transforme. Ouais. Ça te transforme. Et moi, je m'étais transformé en une personne que... Je ne vais pas dire que je ne reconnaissais pas, mais qui n'était absolument pas moi. C'était pas moi. Ouais. Une personne méchante. Je ne suis vraiment pas une personne méchante du tout. Maintenant, il y avait un travail à faire, clairement, tu vois. Ouais. Et qui a été fait, que je continue encore à faire maintenant, mais je ne suis absolument plus là-bas du tout, quoi. Donc voilà. Non, Dieu Tout-Puissant, merci encore. Ben c'est fort. Parce que
On a rarement, justement, les chrétiens qui expriment leur foi comme tu le fais. C'est dommage. Et tu penses que c'est quoi qui devrait changer ça? C'est quoi le conseil que tu donnerais à ces personnes-là, par exemple? Soyez vrai. Soyez juste vrai. Je suis pas parfait. Hein. Je suis loin d'être parfait. J'ai encore du travail à faire. Mais soyez sincères. Venez comme vous êtes. C'est écrit dans la Bible. Venez comme vous êtes. La seule personne qui peut vous pardonner, qui peut vous guider, qui peut sonder vos cœurs, c'est Yahweh. C'est tout. Ce que les êtres humains font là, on s'en fout, les gars. On est de passage. Par rapport à ce que tu dis, j'ai une question pour toi. Imaginons maintenant tu tombes face à une personne, vous discutez, etc. La personne te dit, moi je suis chrétien aussi, mais je suis chrétien non pratiquant. Toi, tu dis, ok, tu es non pratiquant, etc., mais tu es chrétien. Ouais, je suis chrétien. Pour toi, le terme de chrétien non pratiquant, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est quoi que ça t'inspire en toi? En général, les gens qui disent ça, ce sont les personnes qui disent « Ouais, je vais pas à l'église, par exemple, donc je suis non pratiquant. Ouais. » La plupart du temps, c'est ça, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, qui suis-je pour pouvoir juger? Je suis la créature de Yahweh. Je suis une créature. Je ne suis pas là pour juger. Par contre, je peux te témoigner de ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, de ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Le dernier témoignage, je vais faire ça vite, même si l'histoire est hors norme. Pas de souci. Il y a un moment où, financièrement, j'étais pratiquement à sec. Et maintenant, tu as crédit d'un appartement que tu dois payer, crédit voiture, tu as un enfant, tu as tes besoins, tu as l'essence. Je dis, hé mon Dieu, je ne vais pas commencer à me retrouver à vendre de la gueudreau. Moi, je veux pas ça. Tu sais que je veux pas ça. Tu sais que je suis pas fait pour ça. Je t'en supplie, fais quelque chose. C'est toi qui as dit que toute chose ne sera pourvue. Montre-moi ta puissance. Et là, ben, j'ai dit, ouais, voilà, donc j'ai terminé ma prière par ça, et j'ai dit par la suite, ok, ben, on va voir ce qui se passe. Une cliente à mon papa qui faisait Uber à un moment m'appelle pour me dire comme quoi, voilà, il y a l'ambassadeur Kachadile qui vient. Shout out à lui d'ailleurs. J'aimerais que tu t'occupes de lui, etc. pendant toute une semaine. T'inquiète pas, il va bien te rémunérer. Ok, merci mon Dieu. Donc voilà, je m'occupe de lui pendant une semaine, il me paye bien, super cool, une très bonne connexion en plus. On parle business, etc. Top. Parfait. Arrivé le dimanche 30 ou 31 juin. Oh, soit l'un, soit l'autre, je sais plus. Gérard m'appelle. Ah, Zamora, t'es pas ma soeur, toi? Je dis, ouais, je suis physiothérapeute kiné. Pourquoi? Il me dit, ouais, j'ai peut-être un travail pour toi. Pour faire rapide, il m'envoie un hôtel sur la nuit de Toison d'Or, le grand hôtel, mais il me dit pas sur qui est-ce que je vais prester. Donc j'arrive sur place et tout, il m'appelle, il me dit, ouais, t'es arrivé? Je dis, ouais, je suis là alors, mais je dois demander qui dans le lobby, etc. Il me dit, non, t'inquiète, il y a Levin Kurzawa qui descend. Oh. Je suis vraiment comme ça, je dis, hein? Il dit, oh, tu connais pas Levin Kurzawa, il joue au PSG? Non, Gérard, je sais, c'est juste que je suis choqué, ouais, je sais que je suis basketteur, mais j'aime le foot. Et je commence à le remercier et tout, il me dit, t'inquiète, tu vas gérer. Ok. Donc je performe sur Levin Kurzawa par la suite. Il me présente son agent, etc. Photos, vidéos, peut-être. C'était un miracle. Bien sûr. Il me rappelle par la suite chez lui. Oh, non. Et des témoignages comme ça, j'en ai tellement plein. Tellement plein. Donc je ne vais pas te dire, ouais, il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça. Non, je vais te dire ce que j'ai fait. Et voilà le résultat. Ce que tu as expérimenté, bien sûr. Exactement. Tu vois, tout simplement. Et je sais que Dieu le Père va faire ce qu'il faut pour chacun et chacune de nous différemment, mais il fera. Il le fera. Il faut juste venir avec un cœur sincère. Tu vas dans ta pièce secrète, tu pries, tu parles. Oh Dieu, c'est mon gars. C'est mon gars, avec respect, mais c'est mon gars. C'est normal, c'est ton intimité avec lui. Mais oui. C'est la base, en fait. Oui, parce que ce que tu dis là, moi, c'est la même chose. Mais oui, c'est mon gars. C'est totalement la même chose. Mais de fou malade, je lui dis tout. De toute façon, il sait tout. Il me dit tout. Venez avec un cœur sincère, c'est tout ce qu'il demande. Venir avec un cœur sincère, de l'amour, et le reste, il fera. À partir du moment où vous montrez la volonté de vouloir vous améliorer et de vouloir vous rapprocher de plus en plus de Dieu le Père, par Dieu le Fils, qui est Yeshua, vous allez voir ce qui se passera dans votre vie. D'ailleurs, par rapport à ce que tu es en train de dire, je recommande aux gens de regarder le livre. Non, c'est un film sur Netflix.
Le livre de Clarence. J'ai Regardez entendu ce parler. film. Ouais. C'est de la comédie, mais quand vous suivez l'histoire, Hmm. c'est quasi le même délire. Le livre de C'est ce que je suis en train Clarence. dire. Le Ok. livre de Clarence. Ça C'est va, un super. film un peu comique de Ok, base, ok. mais il y a une histoire derrière, il y a un historique derrière. Je vais regarder ça. Donc franchement, merci pour tout ça, pour Avec tes grand paroles, plaisir. Avec ton grand plaisir. témoignage. Merci. Après moi, ce que je retiens ici, c'est que, comme quoi, Hmm. en plus c'est l'histoire même de l'émission, Hmm. c'est que tant que tu es encore en vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Amen. Tu vois, tant que tu es là, tant que tu as encore tes jambes qui fonctionnent, tant que tu as encore ton cerveau Tant que tu as encore ton cerveau. qui est en éveil, c'est qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose et que c'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Tu vois, parce que tu viens de loin. Et peu de gens le savent, hein, les gens ils te voient sur les vidéos, tout ça. Ils pensent que c'est comme ça que ça s'est passé ou que c'est arrivé en un claquement de Ah, doigts. s'ils savaient. Donc moi déjà je te remercie pour ce moment. L'honneur est pour moi, franchement. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour l'avenir. Mikey, Plus on de se joueurs. reverra. J'aimerais aussi pour l'émission, On se la reverra. prochaine fois que tu reçois un, je sais pas moi, un Ouais. footballeur ou autre, Ouais. nous aussi on veut une petite dédicace. Absolument. C'est non moi, bien sûr. Avec plaisir. Compte sur moi. Pour le reste les amis, Totalement dedans, gaz. De la merde, shit, qui me sortiront de la street, ça n'a plus de sens si tu ne fais pas de billets.